de roches l'une dans l'autre, mais avec les forces de cisaillement énormes, ça tient jusqu'au moment où la roche casse. C'est ça. Et elle casse sur toute la face. Nous parlons d'une cassure, par exemple, qui fait 10 km, qui est 10 km comme épaisseur, avec un hypocentre quelque part en dessous, qui est le point de la cassure. Mais les répercussions sont sur toute la face de la faille. Donc, à partir de là... nous dirons que les menaces sont réelles. Elles sont réelles, elles sont énormes. Parce que nous n'avons pas de plan de contingence aujourd'hui. La seule ville d'Haïti qui a un plan de contingence tremblement de terre ou séisme, c'est la ville du Cap, où il y a eu un travail qui a été fait. J'ai participé à ce travail avec l'ingénieur Claude Peptier il y a quelques années. Et on a prévu un plan de contingence d'évacuation et de réaction avec les routes en principe à laisser libres pour apporter de l'aide éventuelle, etc. pour la ville du Cap. On prévoit des tsunamis comme c'était le cas en 1842. Et est-ce que vous pensez que les gens, en dépit de l'existence de ce plan de contingence, vont pouvoir quitter les zones envahies par le tsunami s'il doit y avoir un tremblement de terre? Non. Le plan de contingence sera pour les aider après coup. Après coup? Oui, après coup, parce qu'on ne pourra pas anticiper. C'est ça, j'allais dire exactement, parce que entre le séisme et le tsunami qui suit, donc il n'y aura pas un temps assez énorme pour évacuer une population de 2 millions environ. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que la conséquence en termes de perte en vie humaine, donc potentiellement, c'est considérable. On mettra combien de temps pour l'arrivée des premières vagues après un tremblement de terre? En admettant, nous partons sur une base un peu hypothétique. En admettant que nous aurions à nouveau un séisme majeur, magnitude 8 ou 8.2, comme ce fut en 1842. Exactement en face de la ville du Cap-Haïtien, au large de Fort-Liberté, c'est-à-dire directement sur la faille septentrionale. La distance représente, disons, la distance à vol d'oiseau du passage de cette faille par rapport à la ville du Cap-Haïtien fait moins de 2 km. Comme distance. Si un séisme majeur dans l'eau, dans cette zone, qui est d'ailleurs relativement profonde, parce qu'il y a près de 5 km de profondeur, juste en face de Fort-Liberté, à l'extérieur, il y a 5 km d'eau. Donc, si le séisme se retrouverait dans cette même zone, comme en 1842, suivi le tsunami risque d'arriver sur la ville du Cap en moins d'une minute après le séisme. Non, c'est-à-dire, si on est dans sa maison, on n'aura même pas le temps de... Il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est une seconde maximum. C'est en seconde que l'arrivée du tsunami. Est-ce que vous pensez que les Capois sont informés de l'ampleur du risque, de l'ampleur de la menace? Et bon, il y a eu d'autres... Bon, je sais qu'il y a eu des séances de simulation, mais est-ce que toute la vérité a été dite Peut-être pas aussi crûment que nous en parlons aujourd'hui, avec le retrait de 13 ans environ. Le retrait et l'oubli aussi. Le retrait et l'oubli. Il nous faut un petit peu rappeler la chose et dire et exposer les paramètres exactement comme Alex ils sont. Van Ligno, Wabdino là, je dis là, si Jean s'est dépassé en 1942, si Cap-Haïtien t'apprend un tremblement de terre de magnitude 8, ou bien de forte magnitude, moun yo capable même temps quitter la caillou puisque go vague tsunami capable prendre une minute pour sortir dans la mer pour arriver à terre. Un tsunami, une fois que le tsunami est généré, c'est-à-dire le tsunami est déclenché par des mouvements de rupture et de déplacement sous-marin. C'est-à-dire, si vous avez une faille qui est j'essaie d'illustrer, où la connexion serait comme ça, au moment, avec de la force ici, au moment de tremblement de terre, ce morceau de substrat de la plaque risque de faire pouf, comme ça. Et ça, c'est sur
plusieurs kilomètres de long. Oui. Donc ça déplace une masse d'eau énorme. C'est pas juste quelques mètres cubes, ça dépasse des milliards de mètres cubes d'un coup. C'est comme si la terre demande à la mer de lui donner de la place. Voilà. Et à ce moment, elle pousse l'eau qui est élastique, qui se déplace, à partir de ce point. Ce qui va créer à la surface une espèce de grosse bulle et qui, à ce moment, qui se déplace horizontalement à la surface. La vitesse, certains tsunamis ont atteint des vitesses de 800 km/h. Donc, nous parlons de 2 km de distance en face du cap. Vous avez une vague qui arrive à presque... Et c'est tout près. Oui, c'est tout près. La seule chance, c'est que la vague n'aura pas le temps de se consolider au travers d'un énorme océan. Donc, mais la vague sera quand même importante. Oui, c'est aussi de regarder... Donc, nous ne sommes pas même capables de temps pour le monde. Non, pas vraiment. C'est après. Avec un plan de contingence approprié, il faut prévoir si ça se passerait, le pire des cas. Les gens qui seraient affectés vont être en très mauvaise posture. C'est-à-dire qu'un tremblement de terre d'un côté qui aurait secoué les maisons, suivi d'une énorme taloche d'eau, ça va faire des dégâts. Il y aura des dégâts importants. Même si on sait nager. Même, peu importe, c'est de l'eau qui arrive. C'est comme une rivière qui... Je nous dit, on ne peut pas descendre. Il est passé. Et puis, avec biens, véhicules, animaux et humains mélangés avec les débris de maison. C'est plus à part. Ok, bon là, c'est pour Cap Haïtien. Donc, maintenant, les voies d'accès réservées qui sont un peu plus haut dans la montagne, au-dessus de la rue 21, la rue 21 et surtout la rue espagnole qui rentre depuis la base et qui permet d'accéder à l'intérieur du Cap. Ce sont des zones qui doivent être toujours laissées plus ou moins libres parce que s'il y aurait un séisme de ce genre de catégorie, ce seraient ces zones-là qui permettraient au premier secours de pénétrer et d'arriver aux gens. Ouais. Parce que, donc là, c'est pas pour sauver dans les médias, c'est après. C'est pour sauver ceux qui peuvent être encore sauvés. Les moins de survivants. Les survivants. C'est pour aider les survivants parce qu'il y aura des survivants qui, sans une aide immédiate, deviendront des morts. Moi, songez à Alex Van Nino que, selon données, c'est que moitié dans ville au Cap qui était détruit en 1842 et tu gagné tout moitié dans la population qui était disparue. Là, nous en 1842. Jeudi, il y a beaucoup plus de monde. Par contre, qui ça statistique dit, mais on parle de plus de 2 millions de monde. Plus de 2 millions, parce que le Cap finit après la région métropolitaine de Port-au-Prince en termes démographiques. Donc, 2 millions. Donc, ça veut dire que si... Bon, qui ça nous a fait, je veux dire là? En 1942, 50% de la population avait été éliminée par le tremblement de terre de 1842. Il y a eu 50% de la population de l'époque c'était les morts de 1942. Aujourd'hui, 50% d'une population de 2 millions, ça fait 1 million. Ce n'est même pas à envisager. Et c'est une catastrophe qui dépasse nos dimensions. Et maintenant, l'espace de la ville du Cap est toujours la même, puisque ce sont les mêmes routes qui avaient été tracées de l'époque. Nous avons quand même la rue espagnole qui était déjà là, qui était la route de montagne, et la rue 21, c'est elle qui ressort vers Barrière-Bouteille. Okay? Ce sont les deux points. Maintenant, en 1942, si on regarde les anciennes cartes, oui, ce que nous avons eu comme détail, la vague du tsunami est arrivé jusqu'à la cathédrale. Et moi, je dis effet plus considérable. Parce que regardez la configuration au Cap, quand on regarde par exemple la configuration avec l'expansion territoriale du Cap, donc quasiment les périphéries sont occupées. Et en 1942, la ville était centrée sur le centre, donc autour de la cathédrale. Exact. Donc si maintenant on pense que ça va tourner, donc
dans toute la périphérie nord-sud avec le centre. Donc je pense que l'effet d'une éventuelle catastrophe naturelle pareille, donc les dégâts en termes de pertes en vie humaine donc, seraient plutôt considérables, plus que la moitié on dirait. Absolument. Par exemple, la zone de Petite-Anse, par exemple. La zone de Petite-Anse, ce qui risque d'arriver, si jamais il y aurait un tsunami qui va remonter la montagne aux premières vagues. Maintenant, le tsunami, il arrive, il rentre, c'est une grande vague qui rentre dans la terre, mais éventuellement, cette vague, l'eau, le volume d'eau, est redrainé à nouveau vers la mer. Le point de drainage naturel de la ville du Cap, c'est justement la baie de Petite-Anse, n'est-ce pas? Oui. Et qui ressort sous le pont. Mais moi, on insiste en pile sous conditionnalité, parce qu'on dit si en pile, si ça fait. Est-ce que l'on doit tenir compte du côté cyclique, par exemple, des tremblements de terre? Absolument. Absolument. Donc à ce niveau-là, nous ne pouvons pas si encore, c'est que la fête. La fête. On ne peut pas prévoir la fête. Oui, la fête. oui. Disons, nous ne pouvons pas mettre le doigt exactement sur l'emplacement ou la date exacte. Par contre, nous pouvons déterminer qu'à partir d'une certaine date, il y aura des périodes qui seront les périodes à risque. Par exemple, au premier cycle, disons au dernier cycle, avant 2010, 1751, 7.0 sur Port-au-Prince, qui était dans la zone de presque Dumé. Donc c'était sur la ligne de faute principale. Si on a l'image d'Haïti directement avec les failles, on peut voir. Et c'était à peu près vers Dumé. Suivi en 1770 de 2 tremblements de terre majeurs dans la zone de Léogane. Exactement, presque aux mêmes coordonnées que ce que nous avons eu en 2010. Ce que l'on surnomme la faille de Léogane. Ouais, Oui, voilà. On a eu 2 tremblements de terre majeurs dans cette zone en 1770, avec un écart de 24 à 48 heures entre les 2 tremblements de terre. Nous parlons de tremblements de terre de 8.2 et 8.1. Donc, majeur. Et maintenant, il y a eu, bien entendu, comme ce que nous vivons aujourd'hui, une myriade de petits tremblements de terre, puisque le système s'ajuste. C'est un système qui est sous pression, il a craqué, d'accord? Et puis maintenant, il s'ajuste en fonction des cassures internes, souterraines. Maintenant, il s'ajuste et les pressions réduisent les espaces qu'il y a en dessous et les pressions continuent. Mais les forces de cisaillement sont toujours présentes. Maintenant, après 1770, l'écart à l'époque, en 1770 et 1842 comme le principal, c'est pas pour dire que c'était les seuls tremblements de terre, non. Il y en a eu en 1830, il y a eu plusieurs tremblements de terre inférieurs à magnitude 7, mais qui ont eu du lieu dans la zone. Le principal qui est arrivé en 1842, entre 70 et 42, ça fait approximativement 70 ans. Donc, on voit ça, vous avez parlé de séquence tout à l'heure. Maintenant, aujourd'hui, nous avons 2010, la dernière séquence c'était 51-70. N'est-ce pas? Ça fait 19 ans d'intervalle. Nous avons eu 2010, 2021, 11 ans au lieu de 19 ans. Donc, je ne peux pas dire que c'est une affaire entièrement didactique. C'est pas obligatoire. Mais par contre, on peut déterminer qu'il y a une certaine accélération dans la séquence des événements. Oui, c'est ça. Voilà, donc 2010, 2021. Ce qui veut dire que notre éventuelle rupture qui va suivre sur la faille septentrionale, c'est elle à redouter. À redouter. C'est probablement le prochain. Oui, mais vous avez dit tantôt que on s'attendait à une rupture de la faille Enriquillo. Mais ce n'est pas cette faille qui a rompu, c'est plutôt une faille jusque-là. Ça, c'était 2010. Oui, 2010. Mais en 2021, on a eu une rupture à l'ouest, c'est-à-dire dans la Pendance, et qui a causé tous les dommages. Heureusement, c'est une zone
qui n'est pas, entre guillemets, surpeuplé comme Port-au-Prince. Donc, nous avons eu un peu moins de dommages. Puisque comme, voilà, dans le passé lointain, et, les tremblements de terre étaient mesurés, l'intensité des tremblements de terre était mesurée à la quantité de dommages causés. Jusqu'à ce que Richter arrive avec une échelle plus ou moins scientifique qui considère le tremblement de terre pour ce qu'il est. Et sans le comparer aux dégâts causés. D'accord? Mais là, c'est une démonstration de la même chose. Nous avions eu 2010 un 7.0 à Léogane. On a eu un 7.2 à Dans la Grandance. Dans le sud, le Grand Sud. Dans le Grand Sud. Voilà. Donc, directement, le 7.0 de Port-au-Prince avait fait plus de 200 000 morts, alors que le 7.2 dans la Grandance n'a pas causé autant de morts. On ne peut pas dire, il y a eu peut-être... Cette coïncidence s'explique justement par population et aussi par densité et par mode de construction. Absolument. Densité, mode de construction, insécurité. Voilà. Oui. Mais moi, démographie. Oui, démographie de la zone. Ouais. Maintenant, globalement, nous vivons l'insécurité sous toutes ses formes, je dirais, puisque là, on est exposé, pas seulement aux gangs, mais aux dégâts qu'un tremblement de terre peut causer en Haïti. Absolument. Moi, sur la question de l'insécurité, peut-être que l'insécurité est plutôt de plusieurs types ou plusieurs natures quand on vit en milieu urbain en Haïti. Quand on prend par exemple l'insécurité en termes de circulation, quand on regarde les trottoirs, quasiment tous les trottoirs sont occupés par des feux. Par exemple, où l'on circule, parfois même des handicapés et des malvoyants ou des gens de toutes sortes. Quand on regarde, même avec des enfants qui circulent sortant de l'école pour arriver, sur les trottoirs sont occupés par des feux avec des petits machins, etc. Donc ça, c'est une forme de sécurité et aussi c'est une violation du droit de circulation donné par la Constitution haïtienne. Donc ça, c'est un. De l'autre côté, il y a aussi l'insécurité en termes, l'insécurité foncière et qui va avoir un rebondissement sur l'insécurité en termes de droit au logement. L'insécurité foncière d'abord parce que même si l'État haïtien a fait un effort de créer Bricif comme structure étatique surveillant la violation du droit de foncier, mais ça ne reste pas, ça diminue pas les dégâts en termes d'aujourd'hui sur l'accès au foncier, donc qui est un élément majeur sur l'insécurité en termes de développement et de planification. Troisième paramètre en termes d'insécurité, il y a aussi l'insécurité d'ordre lié à des phénomènes naturels, l'insécurité liée au tremblement de terre, aux catastrophes naturelles comme éboulement de terrain, au séisme, et aussi il ne faut pas oublier le rythme cyclonique, puisque nous vivons aussi dans une zone cyclonique qui s'étend de juin à fin novembre. Donc, et là, c'est des périodes inévitables. Donc ça, c'est de l'autre côté, il y a cette forme d'insécurité qui, aujourd'hui, on n'arrive pas à saisir les modes de construction pour faire face à tout ça. Mais au-delà de toute cette forme d'insécurité, il y a l'insécurité physique, additionnée sur l'insécurité alimentaire dont on parle très peu. Il y a beaucoup de gens qui sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la consommation de l'eau plutôt qu'à l'insécurité d'ordre physique, attaquant l'ordre physique et l'ordre social. Je prends par exemple le cas où aujourd'hui il y a un travail réalisé par des chercheurs à l'université Kiskia, dont le professeur Evans Emmanuel, qui a révélé que l'eau dans la plaine du cul-de-sac est contaminée par du plomb, par exemple, et de matière fécale. Et ça va engendrer une forme d'insécurité alimentaire, alors que c'est l'eau qui alimente presque tous les ménages de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, l'eau qui est contaminée par des matières fécales et qui, aujourd'hui, affecte 50% de la population haïtienne avec une maladie qu'on appelle H. pylori. C'est une forme d'insécurité dont on ne parle pas. Et en plus qu'il y a cette forme d'insécurité alimentaire, il y a aussi l'insécurité liée à la consommation de l'eau, mais aussi l'insécurité liée à une forme de, par exemple, sous forme de contrôle de consommation. Qui contrôle aujourd'hui les produits expirés dans nos supermarchés? Aujourd'hui, c'est une forme d'insécurité, puisqu'on n'a pas un contrôle sur ce qu'on mange. Et
même si on cite par exemple un auteur comme Foucault, Michel Foucault, qui dit si on n'arrive pas à contrôler l'alimentation de notre population, on n'arrive pas à contrôler la force de travail, ce serait une société faible. Absolument. Maintenant l'urbanisme, je m'adresse à l'urbaniste Oui. que vous êtes. Oui. L'insécurité est globale Oui. en Haïti, je dirais même pluridimensionnelle. Exact. Maintenant, l'État étant responsable, ou encore est grandement responsable de tout cela, que faire? Quelle solution proposer? Moi, je pense que sur la question de l'insécurité, à chaque fois, il faut peut-être saisir l'insécurité par scénario. On ne peut pas saisir l'insécurité d'une approche globale aujourd'hui en Haïti. Scénario, maintenant, on va attaquer peut-être ce dont on parle le plus, c'est l'insécurité avec l'affrontement entre les gangs ou bien avec le rebondissement des gangs. Moi, je travaille actuellement sur une proposition de sortie de l'insécurité et où je vais parler maintenant à l'image de ce qui se fait à Salvador, à l'image de ce qui se faisait en Afrique du Sud et à Rwanda. Puisqu'il faut peut-être penser et parler aux gens pour ne pas saisir l'insécurité comme un phénomène propre à Haïti. Ceci a été le cas à des pays du Sud comme Salvador, Rwanda, qui a amené jusqu'à des génocides, génocide en 1994 au Rwanda, et aussi la crise en Afrique du Sud saisie par Nelson Mandela en 1996. Et bien, quelle a été la proposition? C'est de parler de vérité. Par exemple, en 1996, août 1996, le président Nelson Mandela a créé une commission qu'on appelle commission de vérité et de réconciliation nationale, et de saisir les gens à plusieurs niveaux, de saisir les gangs et donc comme victimes aussi, victimes d'une structure qui n'est pas nécessairement violence physique, mais d'un système qui les empêche de continuer à l'école, qui les empêche d'habiter, qui les empêche de loger, qui empêche à leur famille de vivre et de droit de circulation. Et en rebondissement, ils contre-attaquent. Donc ça c'est un. Mais de l'autre côté aussi, prendre les victimes de l'insécurité, par exemple, des gangs, et de faire en sorte de faire un exercice de pardon public. Par exemple, il y a une place, en Afrique du Sud, on appelle place du pardon public, place de la paix ou autre chose, où l'ensemble des noms sont enregistrés et que le président amène à dire on fait la paix, et il s'en charge pour dire pardon à la fois aux victimes d'une structure invisible, si on veut parler au thème des Bourdieu, des violences et des violences symboliques, et aussi de ceux qui sont victimes des violences directes. Et à ce moment-là, on ramène la société à une cohésion pour faire, en faisant la paix. Faisant la paix et prendre la voie. C'est après avoir fait cet exercice de paix et de pardon public, par exemple, même en créant une place publique, on appelle place de la paix ou place, je ne sais pas, créer une forme d'espace de pardon public, le gouvernement haïtien peut contre-attaquer celui qui met en doute cette dynamique. Il faut au départ la volonté des acteurs. Oui, mais déjà là je parle de l'État haïtien, mais pour l'instant encore on n'a pas cette structure capable de mener. Oui, mais quand je parle d'acteurs, je parle aussi des bandits. Ils doivent se rendre compte, même là, ils doivent comprendre la situation et leur situation aussi. Oui, mais moi, comme dans mon livre sur Comprendre les gangs qui va sortir bientôt déjà, je ne parle pas de bandits, puisque faut regarder la deux dimensions. Discours yo produit sous yo et discours yo produit sous tête yo. Yo dit c'est des victimes. Justement, yo dit c'est des victimes. Effectivement, on va regarder dynamique insécurité à l'interne, on va prendre compte que yo pas des acteurs, yo non chaîne. Et dans chaîne il y a auteur, il y a acteur qu'en haut, il y a acteur qu'en bas. Acteurs en haut, c'est des acteurs qui n'ont pas provisionné, parce que si on n'a pas jamais voyagé vraiment, mais les qui n'ont pas fabriqué en Haïti, ça veut dire qu'ils ont une trajectoire. Et trajectoire là, il faut l'expliquer. Et en même temps, en dessous, il y a des gens qui balayent, puisque l'acteur principal là, il y a un ensemble de sous-acteurs qui travaillent là-dedans, avec eux, service de renseignement, qui dit là, fait tel, fait, etc. Il y a une chaîne d'acteurs. Donc du coup, dans cette structure, l'organisation ne peut pas se casser ou briser par force de l'ordre. Voilà pourquoi j'ai proposé, par exemple, pour résoudre la crise de l'insécurité en Haïti, d'approcher le phénomène non pas par une approche pénale ou juridique, mais par une approche politique et réconciliation nationale. Oui, mais les victimes
C'est ça, je vous dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre Non, seulement... parce qu'on dit que l'approche n'est pas douée ni pénale ni juridique, mais il y a des gens qui parlent d'eux-mêmes décapitalisés par... Il y a des victimes qui ne peuvent pas récupérer. Il y a aussi, malheureusement, une hécatombe qui reste sur les 4 dernières années. Ouais. Ce n'est pas juste un ou deux personnes, une ou deux personnes qui ont été simplement exécutées par les gangs. Il y a une hécatombe. Ouais. Donc, à cause de cela, il y a des familles qui ont perdu des membres, il y a allez voir des familles entières qui ont disparu. D'accord. Donc, il faut considérer aussi cette partie. Parce que les survivants vont demander justice. D'une façon ou d'une autre. Et nous avons aussi, dans les gangs, nous parlons, oui, ce sont des victimes, eux aussi, à leur niveau. Mais maintenant, leur action a créé d'autres victimes débordant de leur niveau et rentrant dans la société. Ce qui, à ce moment, nous laisse ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, nous avons des tout jeunes, hein, 14, 17 ans dans ce quartier, tout du moins disons mineurs, qui sont armés d'armes de guerre et qui n'ont aucune conscience de du dommage que chacun d'eux peut réaliser sur la société. Nous regardons par exemple ce qui se passe dans nos zones populaires, Savane Pistache. Gang qui est de l'intérieur gagne du terrain. Comment? Il évolue sur Savane Pistache dans une seule direction, dans la direction vers la ville. Puisqu'ils sont en dehors, ils sont sortis de Grand Ravine, passer Savane Pistache, et puis bon, ça se rapproche. Et au fur et à mesure, les gens qui sont les résidents, les riverains de cette zone, sont obligés d'émigrer de chez eux. Je connais plein de gens qui habitaient dans la zone de Fort-Mercredi ou de début de Savane Pistache, près du commissariat, etc., qui sont toutes, qui ont déménagé de chez eux. Pourquoi? Parce que ce sont des tout jeunes. J'ai causé avec certains d'entre eux. Oui, mais le problème... Malheureusement, nous sommes à 2 minutes pour finir. Et nous sommes à 2 minutes pour finir. Alors, nous devons dire qu'au fond, proposition qui a toute son importance et qui ça doit faire pour endiguer les phénomènes qui a gagné du terrain. Maintenant, je dis, 13 ans après, bon, on ne parle aucun décret sur journée jeudi, côté que on a dit que le gouvernement a décrété jeudi en journée de deuil ou bien journée de réflexion. Il y a des gens qui dit que après la mort des centaines de milliers de monde, on dit 250 000, on dit 300 000, monde t'es mort. Le choix à faire serait une journée de deuil ou une journée de réflexion ou une simple journée de réflexion. Bon, vas-y. Merci, mais je pense que pour cette journée, ce ne serait pas une journée de deuil, plutôt, ça dépend. Puisqu'il faut séparer le phénomène par des blocs. L'espace universitaire peut faire des colloques ou des journées de réflexion, mais ce ne serait pas l'activité politique puisque ça ne relève pas de la force décisionnelle. Mais le secteur politique, par exemple, le gouvernement ou des partis politiques peut entamer ça, soit par des formes symboliques pour aller sur l'espace de décréter ça comme l'espace de deuil ou autre. Ça, c'est un. Mais aussi, il y a un devoir de mémoire, par exemple. Un devoir de mémoire pour faire, justement, pour ne pas oublier et faire en sorte que ça reste comme souvenir et aussi comme élément de prévention. Merci. Les dernières secondes sont à Alex. Il nous faut prévoir